Et bonjour à tous, bonjour à toutes, et je suis très content de vous accueillir pour la première émission du temps additionnel. Je suis super content de lancer enfin cette petite émission finalement. Et donc aujourd'hui je suis accompagné de l'ensemble de Radio Gazette qui est avec moi. Donc salut Maël, salut Baptiste, salut Simon, salut tout le monde. Salut et bonjour. Salut. Et donc aujourd'hui on va parler de l'année 2021 au niveau sportif. Donc comment cette année 2021 m'a marqué au niveau du sport, on va en discuter un petit peu tous. Donc voilà, j'ai noté plusieurs sujets et on va tous en débattre. Et voilà, donc je vous propose sans transition qu'on commence directement. Quoique non, avant j'ai envie de faire un petit truc, un petit test. Là tout de suite, je vais vous poser la question. L'année 2021 en sport, un truc qui vous a marqué, un petit truc, une personne, une équipe, un événement simple, efficace. Baptiste, je t'en prie. Moi c'est tout con parce que c'est pas un sport que je regarde particulièrement, mais c'est quand même la France qui est arrivée deuxième au JO au basket face aux États-Unis. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super pour l'équipe et tout, parce que finir deuxième, perdre contre les États-Unis en finale des JO, c'est quand même pas mal. D'accord. Simon? Moi, c'est le penalty d'Mbappé. C'est quand on me dit 2021 sport, j'ai cette image en tête. L'arrêt de Yann Sommer sur la frappe de Kylian Mbappé. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je retiens cette année-là. Et Maël? Moi, c'est très compliqué. Il y a pas mal de choses. Déjà, je rejoins un peu Baptiste sur les JO, mais plus en globalité, je trouve que les JO de cette année-là ont été absolument incroyables pour le sport français. On ne s'arrêtait plus de gagner des victoires. Et ensuite, j'aurais dit peut-être un peu le Super Bowl, avec un Super Bowl quand même donc en football américain, qui a été quand même assez historique pour cette année-là. Donc voilà, je dirais ça. D'accord. Bon, on en reparlera peut-être en fin d'émission. On va en parler peut-être au milieu de l'émission de tout ce que vous avez évoqué. On va voir. Suspense. En tout cas, je vous propose qu'on commence tout de suite par le premier sujet qui, moi, m'a retenu, parce que c'est justement un sujet un petit peu négatif, qui est peut-être pas le sujet le plus heureux duquel on va parler aujourd'hui. C'est de la Super League. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais l'année dernière, du coup, en avril 2021, la Super League a fait son apparition du jour au lendemain, précisément le 18 avril. Moi, je me rappelle, j'étais chez ma grand-mère, vraiment tranquille dans le lit, et je suivais un compte Snapchat, d'ailleurs, Foot de Foot, je vous le conseille, c'est un super compte Snapchat qui donne des actualités sur le foot vraiment très quotidiennes, et c'est super précis, et franchement ils font un super boulot. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que d'un coup, du jour au lendemain, on a eu des informations. Clac, la Super League est créée. 12 clubs européens vont la rejoindre. 6 clubs anglais, donc le Big Six en gros anglais, je vous le refais pas. 3 clubs espagnols, donc le Real Madrid, l'Atlético, le Barça. Et également 3 clubs italiens, donc les 2 Milan et la Juventus rejoignent ce club. Ils quittent leur championnat, c'est terminé. C'est la Super League qui est créée. Et donc là, vraiment, on peut le dire, la planète football qui s'écroule d'un coup. Enfin, c'était vraiment moi j'y croyais pas, honnêtement j'y croyais pas, et je vous le dis, j'ai passé une nuit blanche à essayer de comprendre ce qui se passait. Donc pour faire un récapitulatif un petit peu, donc en gros ce qui s'est passé à ce moment-là dans la Super League, c'est que des dirigeants, donc comme Florentino Pérez notamment, qui a été un acteur dans tout ça, donc Florentino Pérez, président du Real Madrid bien évidemment, Baptiste tu le sais, un grand fan de ce club que tu es, Évidemment. donc Florentino Pérez et d'autres présidents se sont réunis et ont décidé de créer une nouvelle compétition européenne pour justement regalvaniser le foot, parce qu'aujourd'hui donc ils sont partis du constat que le foot intéressait moins les jeunes, le foot faisait gagner moins d'argent, et du coup l'objectif c'était quoi? C'était de redonner un second souffle au football avec cette création de Super League. Le problème évidemment, c'est que le changement, nous on n'aime pas trop ça, et un changement aussi important dans un sport aussi populaire, forcément il y avait peu de chances que ça passe, et ça n'est pas passé, puisque 24 heures à peine après la création, les premiers rassemblements de supporters se sont créés autour des stades, notamment en Angleterre, à Manchester City, à Arsenal. Voilà, les supporters sont sortis dans la rue et ont contesté auprès des décisions de leur propre président, parce que faut pas l'oublier quand même que le foot à la base c'est quand même les supporters, c'est eux qui font vivre ce sport au quotidien. Donc ça a été un déferlement populaire, si je puis dire, auprès de ces clubs. Donc en moins de 48 heures, le bilan c'est quoi? C'est que tous les clubs qui étaient réunis dans cette Super League l'ont quitté, hormis 3, le Real Madrid, le Barça et la Juventus, qui étaient un petit peu les 3 initiateurs du projet et qui ne pouvaient pas du coup la quitter. Et donc encore aujourd'hui, l'UEFA n'a pas encore vraiment clarifié les sanctions pour ces clubs-là, parce qu'il faut le rappeler, quand ça a été créé, ça a été un gros bazar. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'Euro, on rappelle, le 18 avril, on était à 3 mois de l'Euro, même pas. Et donc on avait des grosses menaces de la part de l'UEFA qui disaient que quelconque serait le joueur ou l'entraîneur qui jouerait pour une équipe qui participerait à la Super League serait banni à vie de toutes les compétitions internationales, donc Coupe du Monde, Euro. Voilà, on montrait vraiment les biscottos du côté de l'UEFA. Donc ça a créé un sacré remue-ménage qui aujourd'hui encore n'est pas vraiment terminé, puisque Florentino Pérez, on en parlait, qui est vraiment l'acteur principal de cette Super League, martèle encore aujourd'hui, même après le cuisant échec qu'a été cette Super League, que quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, il faudra réformer ce sport, réformer le football,
parce qu'aujourd'hui il n'est plus solvable, enfin en tout cas de ce qu'il pense, et donc c'est compliqué. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce qu'on vient de dire là Mais déjà, ça veut dire que là, c'est pas fini encore actuellement, on continue d'en parler, il y a encore des sanctions et tout, parce que moi je pensais que c'était l'histoire ancienne. En tout cas pour la Super League c'est fini et c'est sûr, mais le problème c'est qu'on a clairement aujourd'hui des présidents comme Florentino Pérez, qui est quand même, on va pas se mentir, le président par excellence dans le football, qui dit que quoi qu'il arrive, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, il y aura un autre projet similaire à la Super League qui se rappellera pas la Super League mais autrement, et qui viendra changer encore les choses, parce que on estime pour ces présidents-là que l'UEFA n'est plus à la hauteur, que l'UEFA ne gère plus aussi bien le monde du foot que maintenant. Ah oui, donc ils sont vraiment motivés pour faire un truc. Ils sont motivés, et le problème c'est que tous les changements dans le foot aujourd'hui, ils font mal, et ils font très très mal, parce qu'on l'a vu. Là, je sais pas si vous l'avez remarqué, cette année c'est la première fois en Ligue des Champions que la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Cette fameuse règle qui nous a permis de voir des matchs fous, je pense à la remontada, tu m'en parles très souvent Maël, cette fameuse remontada du Barça contre le PSG, sans la règle du but à l'extérieur, ça change tout. Ça change tout, le Barça n'est pas qualifié. Quelle horreur. Ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses, et donc cette année, on est donc c'est la première année, l'année test un petit peu de cette règle de l'extérieur qui change. On a aussi, moi, ce qui me perturbe beaucoup en ce moment, c'est le passage à la Coupe du Monde tous les 2 ans. On entend énormément parler en ce moment, et c'est soutenu par la FIFA. Donc malheureusement, il y a énormément de probabilités que ça passe. Et moi, je suis désolé, là, on pourra en faire un sujet dans une autre émission, mais la Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est aussi quelque chose qui va vraiment bouleverser la planète football. Donc, pour faire un petit point un petit peu sur cette Super League, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que, clairement, toutes les décisions qui ont été prises dans tout ce feuilleton, ça a été vraiment dirigé par l'argent. Simplement l'argent. C'était le seul motif valable, vraiment, qui a été mis en place, c'était l'argent. Mais est-ce que le foot, finalement, ne s'éloigne pas trop de ce qu'il est à la base ? Quand même un sport, c'est quand même quelque chose qui fait rêver des millions, voire des milliards de personnes, hein, je peux presque le dire sans m'avancer. Et on a vu aussi, grâce à ça, parce que mine de rien ça a apporté aussi des belles choses, c'est que les supporters jouent encore un rôle énorme dans le foot, parce que sans les mouvements populaires qu'il y a eu, notamment en Angleterre, un petit peu en Espagne, mais à moindre mesure, sans ces mouvements de supporters, on aurait peut-être aujourd'hui la Super League. Ça veut dire qu'on aurait tous ces gros clubs anglais, tous ces gros clubs espagnols qui ne joueraient plus en Liga, et ils ne feraient que jouer ensemble. Donc ça serait quand même assez fou. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que un des arguments qui était avancé par la Super League, c'était que permettre de créer cette Super League, ça allait mettre des grosses affiches, donc des Real Madrid, Bayern, des City, United, beaucoup plus fréquemment que ce qu'on vit maintenant dans la planète football. Moi, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais personnellement, de faire des affiches comme ça tout le temps, chaque année, mais ça rend le spectacle moins impressionnant. C'est justement parce qu'elles sont rares qu'on les apprécie, ces affiches. Mais moi je pense que c'est pareil, c'est un peu comme ce que tu disais des championnats du monde qui devraient revenir souvent. C'est un peu le même délire pour moi, où des choses qui sont rares, c'est justement pour ça qu'on les apprécie, parce qu'on met du temps, parce qu'il y a de l'attente, parce qu'on va s'imaginer comment c'est, parce qu'on passe beaucoup de temps à être là, à attendre la chose, à vraiment se faire des idées sur comment ça va se passer. Et c'est ça aussi qui fait le plaisir, par exemple, de regarder une Ligue des Champions. Donc si on met ça, alors effectivement ça va faire de l'argent, parce que beaucoup plus de monde va le regarder. Mais par contre, à mon avis, sur un temps un peu plus long, on n'aura plus ce plaisir-là de regarder, parce que ça va devenir que des matchs assez classiques comme on a en championnat. Et on sait tous que si on prend l'exemple de la Ligue 1, on a pas mal de matchs ennuyants. Alors effectivement, c'est pas au même niveau, hein, mais je pense que plus on va mettre les choses qui vont se répéter souvent, plus on va enlever ce côté rare et ce côté cool qui nous fait envie de regarder les matchs, quoi. C'est clair, et justement, moi je voulais aussi revenir sur quelque chose. Il ne faut pas être dupe non plus, parce que l'UEFA promet justement aussi une réforme de la Ligue des Champions pour justement contrer aussi cette attaque de la Super League, en disant oui, on est conscient que le format de Ligue des Champions actuel n'est peut-être pas aussi solvable qu'avant, et qu'il faut peut-être augmenter par exemple le nombre d'équipes dans cette Ligue des Champions, etc. Mais attention, parce que justement cette réforme de Ligue des Champions, elle n'est pas forcément mieux que celle proposée par la LDC. Donc il faut s'en méfier, parce que en gros, cette réforme de Ligue des Champions, ça serait 9 équipes, ça serait plus des poules de 4 équipes, ça serait des poules de 9 équipes, 4 groupes de 9 équipes qui se rencontreraient donc sur une longue phase de poule avant de ensuite se jouer en phase éliminatoire. Donc ça serait vraiment plus compliqué de mettre ça en place. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour la Super League. Voilà, il fallait revenir dessus parce que ça a quand même été un marqueur fort de cette année 2021. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir parler de choses un peu plus... pas forcément plus heureuses finalement, parce que quand je revois ma fiche, on va parler de l'Euro 2020, Simon. Aïe. On va en parler de cet Euro 2020 justement en suivant de cette Super League, donc l'Euro 2020 qui s'est déroulé. Donc on l'appelle l'Euro 2020, bon, il s'est déroulé en 2021, mais on a gardé cette dénomination qui s'est déroulée donc
chose inédite dans plein de pays. Alors ça fait aussi beaucoup de discussions parce que du coup, on l'a vu, l'Italie a joué tous ses matchs de poule à domicile, l'Angleterre aussi, alors que la France par exemple n'a fait que bouger pendant ses matchs de poule. Bon, il y a eu ces discussions-là, donc déjà cet euro-là était compliqué. Moi je vous propose qu'on fasse un focus sur la France déjà, parce qu'il y en a eu des choses dans cet euro. Il y a eu la première chose, ça a été le retour du grand Karim Benzema, le retour inattendu, 24 heures avant, personne n'y aurait cru, Simon. C'est vrai. Moi, je me souviens que j'étais tranquillement devant la télé à midi. Et quand je t'ai dit, mec, je comprends pas, Unibet me propose un pari avec Benzema dedans, mais l'équipe de France, Benzema n'est plus en équipe de France depuis 5-6 ans. Donc c'est bizarre, pourquoi il me propose ça? Et là, tu m'as dit, ah oui, mais c'est vrai que j'ai vu un article passer du Parisien qui a annoncé Karim Benzema de retour. Et là, je me suis dit, c'est quelque chose quand même d'assez incroyable qui est en train de se passer, inédit en équipe de France. Un retour après tant d'années, alors qu'on croyait que c'était terminé, en tout cas sous l'ère Deschamps. Oui, surtout que c'est arrivé au dernier moment, c'est-à-dire qu'il n'était même pas appelé sur les petits matchs de préparation juste avant, c'était vraiment appelé pour l'Euro, il venait que pour ça. Et donc c'est vrai que ça a été une grosse surprise, ça a fait un peu de l'ombre aussi à l'arrivée d'un autre joueur qui, je pense, sera l'avenir de l'équipe de France, le défenseur Jules Koundé. On l'a vu à l'ouvrage parce que pour la petite anecdote, les 4 personnes qui vous parlent aujourd'hui sont allées voir l'équipe de France à Turin en direct pour la National League, mais on en reparlera juste après. Et Dieu sait que Jules Koundé a fait un vrai match. Très bon match contre la Belgique. Sur la on en reparlera juste après. Donc, Benzema arrive en équipe de France. Pour vous, la France est favorite, honnêtement? Sur le papier, clairement. Il n'y avait pas photo. Sur le papier et même dans les matchs, en fait, moi je ressentais dès le premier match contre l'Allemagne déjà une supériorité de l'équipe de France techniquement et même physiquement. Je sentais ces joueurs qui avaient envie déjà et qui étaient vraiment très, très enjoués et qui étaient prêts pour affronter n'importe quelle équipe en fait. Je voyais aucune équipe perdre je voyais pas l'équipe de France perdre face à une autre équipe. En fait. Je suis assez d'accord avec ton point de vue. C'est clair que on se dit que même si on était dans le mal, et on avait tellement de joueurs à très très haute qualité individuelle que ça pouvait en 2-3 passes, en un seul mouvement, aller très très vite. Et c'est vrai que la France a fait forte impression. Donc on le rappelle, en phase de poule, une victoire contre l'Allemagne 1-0. Un match nul un peu poussif contre une équipe hongroise très très valeureuse, 1 partout. Avant de faire ensuite un nouveau match nul contre le Portugal, 2 partout. Donc en vrai, quand on regarde, la phase de poule est quand même un petit peu mitigée. Quand on voit l'équipe de France, après le groupe était quand même très compliqué. On avait le groupe de la mort, faut pas l'oublier. Et maintenant on va passer à ce fameux 8e de finale. Un 8e de finale aux nombreux rebondissements, honnêtement. J'en ai rarement vécu des comme ça, des 8e de finale de l'équipe de France. Donc, le match commence. C'est la Suisse qui ouvre le score, il me semble. Simon. Tout à fait, c'est sur un but de la tête, tout simplement, où Clément Langlais se fait prendre, tout simplement. Clément Langlais n'est pas présent sur cette action-là. Et la Suisse qui vient ouvrir le score au début de match. Et ensuite, le score va en rester là jusqu'à la mi-temps, en fait. Et donc effectivement, Simon, comme tu le disais, à la mi-temps, changement tactique de Deschamps avec l'entrée de Coman en tant que piston, et ça va changer beaucoup de choses puisque en 2 minutes, Karim Benzema a inscrit un doublé. Il avait déjà inscrit un doublé contre le Portugal. Donc là, on sent quand même tout de suite la plus-value qu'apporte Karim Benzema dans ce système-là, alors qu'il y avait quand même des inquiétudes à l'arrivée de Karim. Et en plus, avant le doublé de Karim Benzema, il y a Pavard qui fait sur un débordement suisse fait une grosse faute et penalty sifflé un petit peu tardivement après visionnage de la vidéo et penalty arrêté par Hugo Lloris. On sait que c'est pas sa spécialité, il en avait arrêté que très peu. Il me semble que son dernier c'était contre l'Espagne. Très juste. Contre l'Espagne il y a un petit moment, donc oui. On se dit là tout est possible. Karim Benzema bien doublé. Et c'est là, pendant ces 20 minutes incroyables de ce match, où on voit le potentiel de cette équipe de France, où on a l'impression que tout ce qu'ils vont faire, ils vont le réussir. Et c'est vrai que pendant ces 20 minutes-là, c'est impressionnant. Karim Benzema, Mbappé, Griezmann, ce trio se trouve très facilement, ça combine vraiment bien. Et les Suisses ne peuvent honnêtement rien faire. Parce qu'ils ont beau bien défendre, là, ils ne peuvent rien faire. Et ça se conclut sur cette... magnifique frappe de Paul Pogba, 75e minute, il est à l'entrée de la surface, il récupère une enroulée dont il a la spécialité, le secret, pleine lucarne, et Dieu sait que Sommer est pourtant à essayer d'aller la chercher. Et tout à fait, on arrive donc sur ce 3-1. Premier but de Paul Pogba depuis la finale de la Coupe du Monde, on se dit cet homme, c'est l'homme des grands matchs, des grands moments de l'équipe de France. Un vrai leader de vestiaire, mais aussi sur le terrain. Alors là, honnêtement, à un quart d'heure de la fin, on se dit que ça va. Et il y a encore un changement tactique qui est fait par Deschamps. On repasse à 3 défenseurs. Et c'est ce changement tactique qui va être énormément discuté. Parce que du coup, 81e minute, Seferovic, qui avait déjà marqué le premier but pour les Suisses, remarque à 10 minutes de la fin. Donc 3-2, ça sent un peu le roussi pour l'équipe de France. On sent un petit peu de fébrilité là, du côté français. On a l'impression, on n'est pas habitué à ce genre de scénario avec l'équipe de France. Et on reste quand même confiant.
Et après, tout simplement, perte de balle de Paul Pogba au milieu de terrain. Gavranovic qui vient inscrire une magnifique frappe, imparable pour Hugo Lloris. Quelle mémoire. Et dites-vous qu'il n'a même pas de note. C'est impressionnant. Effectivement, Gavranovic, 3 partout. Coup de sifflet final. Il y a donc prolongation. Alors pendant ces prolongations, il ne va pas se passer grand-chose. Il y a beaucoup de fatigue. C'est physiquement très compliqué. La France a beaucoup plus de mal à développer son jeu. La faute peut-être justement à une erreur tactique. Une des premières vraiment grosses erreurs tactiques de Didier Deschamps. Moi, c'est ce que j'ai vraiment entendu dans les médias à ce moment-là. Parce que c'est vrai que, quand on regarde le bilan de Didier Deschamps, c'est quasiment que du très réussi avec l'équipe de France. En 2014, on arrive, on n'est pas très favori, il nous ramène en quart de finale. À l'Euro 2016, il nous amène en finale. En 2018, on est champion du monde, pas besoin de le rappeler. Et c'est vrai que là, l'Euro 2020, forcément, on en attendait énormément. Et c'est vrai que cette erreur tactique a coûté cher. Et on arrive du coup à cette fameuse séance de tir au but. Et à Kylian Mbappé, 5e tireur. Tout le monde avait réussi ses tirs, justement. Il restait Kylian Mbappé pour faire 5-5. Et malheureusement, Kylian Mbappé va échouer. À la faute à quoi, à votre avis ? Il y a une énorme pression sur Mbappé qui, on le sent déjà dans sa démarche pour aller vers le tir au but. C'est une grosse pression. C'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde le sentait, qu'il allait le rater. C'était assez impressionnant quand même, cette atmosphère un petit peu. Après, il doit y avoir une pression absolument monstre, surtout à ce niveau-là. Il est déjà il est 5e tireur, donc c'est-à-dire qu'il porte toute l'équipe sur ses épaules. Et en plus, c'est Kylian Mbappé. Donc la question c'est, est-ce que Kylian Mbappé aurait dû être le 5e tireur ? Est-ce que Kylian Mbappé avait les épaules quand on sait qu'on a Antoine Griezmann qui est quand même celui qui tire les pénaltys habituellement en équipe de France, Karim Benzema qui en avait déjà tiré quelques-uns depuis son retour en équipe de France. Est-ce que c'était pas justement à un de ces deux-là de prendre justement la responsabilité? Après, c'est une question qui revient souvent aussi, où Mbappé il est jeune et du coup que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France, il y a cette question de est-ce qu'on lui donne beaucoup de responsabilités ou pas, et malgré son jeune âge, est-ce que c'est lui qui va porter l'équipe ou est-ce qu'il est encore jeune et qui manque de maturité? Et c'est aussi cette question-là qui revient partout dans tous ces matchs, où des fois il va exceller, il va être capable de porter toute une équipe, et des fois comme là où on voit qu'il manque encore un peu de maturité et que ça reste un jeune joueur. Ça reste un jeune joueur qui a fait des erreurs et qui a très bien rebondi. On en reparlera juste après en National League avec l'équipe de France. J'ai envie de parler de 2 autres nations pour cet Euro qui m'ont un petit peu marqué. Bon, forcément, on va parler de la nation qui a remporté cet Euro, l'Italie. De retour en tant que grande nation, avec ce statut de grande nation. L'Italie, on le rappelle, c'était fiasco en 2018. Ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils reviennent avec Mancini. Ils arrivent avec 32 matchs sans défaite à l'Euro. Et pourtant, moi, j'avais pas l'impression qu'elle était prise au sérieux, cette équipe de l'Italie, en arrivant à l'Euro. On n'en parlait pas tant que ça. Alors peut-être justement à cause de cette équipe de France qui était très très forte, la Belgique aussi qui affichait un gros niveau, et l'Angleterre qui avait fait une très belle Coupe du Monde 2018. On n'entendait parler que de ces 3 équipes-là. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression. Pourquoi l'Italie était un petit peu au second plan, une équipe de second rang ? On a une équipe italienne qui a un style de jeu bien particulier, avec souvent une équipe portée... Et elle a une très bonne défense, mais qui est portée beaucoup vers l'attaque, et qui impressionne pas forcément en fait dans le jeu. Même si il y a beaucoup d'attaquants, mais derrière il y a des phases de contre où elle peut prendre cher, cette équipe italienne. On a 2 défenseurs expérimentés, Bonucci et Chiellini, mais qui vont parfois se faire prendre. Et je sais pas, elle n'était pas cette équipe d'Italie déjà à la Coupe du Monde, donc déjà on se dit c'est des matchs amicaux de qualification. Bon, c'est pas des matchs qu'on prend. C'est vrai qu'elle n'avait pas joué de gros matchs, de grosses affiches. C'est vrai que mais quand même 32 matchs, je trouve quand même cette série impressionnante. Et donc ils sont allés jusqu'à 37, beaucoup plus de 37 d'ailleurs en gagnant l'Euro, puisqu'ils n'ont perdu aucun match pendant l'Euro. Mancini du coup ce sélectionneur, et surtout donc le début de grandes compétitions internationales pour des joueurs comme Gianluigi Donnarumma qui était titulaire, puisque jusqu'ici c'était encore le grand Gigi Buffon, Barella aussi, et surtout Chiesa qui je pense est une des révélations de cet Euro avec Pedri, parce que Chiesa il a fait vraiment un Euro exceptionnel avec l'Italie. Ouais, Chiesa il a porté l'équipe sur certains matchs, il faisait tout, il était partout, il était en défense, en attaque, sur les frappes, sur les centres, on le voyait partout, c'était impressionnant. Impressionnant ce petit ailier de la Juventus qui est promis à un très bel avenir. D'ailleurs, il est actuellement blessé. On espère qu'il reviendra très, très, très fort. Et donc, la dernière équipe dont je veux parler pour cet Euro avant de passer au sujet suivant, c'est le Danemark. Parce que le Danemark, ils ont eu vraiment un Euro très, très particulier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé lors de leur match d'ouverture de l'Euro aux Danois, Danemark-Finlande, après, je dirais, une petite demi-heure de jeu à peine. Donc, malheureusement, Christian Eriksen a un malaise. Heureusement, il y a eu une réaction très rapide de Simon Kjær, bien sûr, on s'en rappelle tous, son coéquipier qui a réagi très vite, et les services ensuite médicaux qui ont réagi très vite. Malheureusement, ils perdent du coup ce premier match de poule 1-0 dans une atmosphère forcément hyper compliquée. Ils reviennent jouer leur deuxième match face à la Belgique, où là aussi ils vont perdre.
Et honnêtement, ils se sont accrochés parce que je me rappelle avoir vu ce match en intégralité. Ils ont perdu 2-1 et ils se sont accrochés pourtant les Danois jusqu'au bout. Et vont finalement gagner leur dernier match de poule où ils n'avaient pas le choix. C'était la victoire ou la fin de l'Euro pour eux. Une victoire 4-1, tout en sachant du coup que Christian Eriksen n'était plus là, bien évidemment. Il les suivait depuis sa chambre d'hôpital. Et donc ça a été quand même très compliqué. Ils arrivent donc à s'en sortir, arrivent en 8e de finale. Pays de Galles, magnifique victoire 4-0 contre les Gallois. Il n'y a eu vraiment aucun suspense. Les Danois se sont... En fait, on avait l'impression qu'ils étaient portés justement par cet événement un petit peu tragique, par Eriksen. Ils étaient portés et c'était une équipe collectivement... C'était impressionnant de les voir jouer. Contre la République tchèque aussi, pareil, qui était une des révélations de cet Euro. C'est pareil, ils ont balayé la République tchèque avant de craquer en demi-finale face à une équipe anglaise qui avait peut-être un effectif un petit peu trop fort, un chouïa trop fort pour ces Danois. Mais galvanisés en tout cas par cet événement quasi tragique, ils ont un sursaut d'orgueil et on peut quand même leur dire bravo, je pense. Oui, c'était une très belle équipe du Danemark qui a fait un excellent parcours, un des meilleurs depuis de nombreuses années. Mais le Danemark, au-delà de l'événement avec Eriksen, que je pense évidemment ça a porté ses coéquipiers là, mais c'est quand même une équipe qu'on a croisé souvent avec l'équipe de France notamment, vrai, oui. Et des matchs Très à chaque souvent. fois, pas des gros scores, souvent des matchs nuls d'ailleurs. Non, c'était une équipe quand même qu'on n'attendait pas vraiment à cet Euro-là, mais qui peut faire très très mal à de grosses équipes. Ouais. Oui, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas de très gros joueurs. Alors Eriksen, quand il était à son prime, était très très fort, mais c'est vrai que maintenant Eriksen, c'est un joueur vieillissant. C'est vrai que les Danois, ils n'ont pas d'énormes joueurs, de grosses stars actuellement, et pourtant il y a un collectif qui est très très fort, et c'est une équipe qu'il faudra peut-être pas oublier non plus, parce qu'il y a quelques petits jeunes intéressants. Je pense à Damsgaard, ce petit ailier qui remuait pas mal les défenses adverses. Bon, on va s'arrêter là pour le foot. Je pense qu'on en a assez fait pour ça. Et du coup, on est parti pour parler des JO à présent. Les JO qui se sont passés en même temps et après l'Euro 2021, donc 2020, mais 2021 plus précisément. Et donc, moi, dans les JO, ce qui m'a marqué en premier, t'en as parlé, Baptiste, c'est le sport co français qui a été au sommet. Honnêtement, dans ces JO, c'est du jamais vu. Ce qu'on a vécu dans ces JO, et je pense que c'est ce qui fait vraiment la magie des JO aujourd'hui, et ce qui a fait aussi qu'on va, je pense, s'en rappeler de ces JO de Tokyo, parce que déjà, contexte sanitaire oblige, tout était à huis clos, c'était terrible quand même de voir toutes ces belles épreuves à huis clos. Et donc un sport co français au top du top. Donc t'en as parlé, Baptiste, c'est le moment que toi t'as pas oublié, c'est le basket. Le basket français qui donc, comme tu l'as dit, est arrivé en finale contre les États-Unis. Et pourtant, c'était pas gagné parce que si on s'en rappelle, 3 matchs de préparation, 3 défaites. Directement avant les JO. Ça annonçait pas du lourd. Alors, ils avaient bien joué contre l'Espagne et puis surtout une défaite contre le Japon qui était, je crois, 40e nation mondiale au basket. Ça, c'était une défaite quand même très compliquée à avaler pour l'équipe de France et qui nous rassurait pas, tout en sachant qu'on commençait par les États-Unis en plus en phase de poule. Premier match contre la team USA. Et à ce moment-là, incroyable match. Maël, je crois que tu l'avais regardé ce match, on en avait parlé. J'étais comme un fou. Un match exceptionnel de l'équipe de France. Evan Fournier à 28 points. Il faut savoir que dans des matchs comme ça où le score final, donc 76-83, donc c'est pas énorme, arriver à mettre 28 points dans un match international, il faut le faire. Evan Fournier qui était vraiment très bon. Et une phase de poule derrière qui a été parfaite pour l'équipe de France. 3 matchs, 3 victoires. On se dit, alors peut-être que cette équipe de France est capable d'aller plus loin. En quart de finale, magnifique victoire face à l'Italie, franchement, qui a été gérée par l'équipe de France avec un très bon Rudy Gobert. Et puis cette demi-finale, on va s'en souvenir parce qu'elle a eu un scénario exceptionnel, si j'ai envie de dire, cette fin de match dingue, le contre de Nicolas Batum. Le contre de Nicolas Batum à la dernière seconde sur Prepelic qui partait au lay-up. Alors moi, je vais en parler avec toi, Maël, parce que c'est toi qui t'y connais le plus en basket. On le sait, cette équipe de Slovénie, il y avait quand même un des meilleurs joueurs de la planète basket actuellement, Luka Doncic, qui a fait un très bon match d'ailleurs. Et moi, je me suis posé un petit peu la question sur ce dernier shoot. Justement, il décide de faire la passe. Pourquoi il n'a pas shooté ? Je sais pas, franchement, alors effectivement, il aurait clairement pu shooter, parce qu'on connaît son adresse au tir, il est juste trop fort. Mais je sais pas, je pense que quand t'es à ce niveau-là d'un match, c'est la dernière seconde, tu veux assurer, et on le sait tous au basket, pour assurer le point, le lay-up c'est quand même vraiment plus simple parce que t'es collé au panier. Et je pense pas que. Après, il est quand même assez jeune, il faut savoir que il est très très fort. Et en NBA, il excelle dans tout ce qu'il fait, mais ça reste quand même un jeune joueur. Et je sais pas, moi je pense qu'il a peut-être essayé de faire cette passe en se disant que c'était la meilleure façon de valider. Et effectivement, sur un shoot comme ça, s'il le rate, après il peut s'en vouloir toute sa vie.
Alors que là, peut-être c'était une manière soit de le donner à quelqu'un d'autre, soit d'essayer de valider un peu plus. Alors effectivement, on a un contre absolument incroyable de Nico Batum, et je trouve que sur cette compétition-là, on voit que on a certains de nos Français qui, grâce à la NBA, où ils commencent à vraiment évoluer de plus en plus dedans, commencent à prendre vraiment du galon et vraiment du niveau. Je pense à Evan Fournier, tu l'as dit tout à l'heure, à Rudy Gobert, à Nico Batum, qui avait des places plus ou moins importantes en NBA, mais qui au fur et à mesure commence à vraiment être habitué à ce niveau-là. Et quand on joue contre les États-Unis ou contre des grosses équipes, on sait qu'il faut un niveau NBA. Et là, on l'a clairement vu que l'équipe de France avait ce niveau-là. D'autant plus que ces JO, ils ont permis à ces joueurs que tu as cités d'avoir un statut plus important en NBA sur cette saison qui est venue là. Donc on a vu Evan Fournier qui a signé au Knicks, qui a fait de super matchs. On a vu des matchs à 47 points, il me semble, à un moment donné. Bon, c'était exceptionnel de la part d'Evan Fournier ce match-là. Rudy Gobert, même plus besoin de le citer, double défenseur de l'année en titre, peut-être même parti pour un 3e titre cette année. Il est vraiment impressionnant. Et puis voilà, Nico Batum, que dire de Nico Batum, toujours impressionnant, qui ne lâche rien, et c'est typique de l'action qu'on a vue en demi-finale où vraiment il va chercher ce contre au bout de lui-même, parce qu'honnêtement il faut y aller, chercher ce lay-up quand même. C'était pas simple à défendre et il y est allé. Et puis surtout que, si je dis pas de bêtises, c'est une des premières compétitions où on n'a plus Tony Parker. On sait que Tony Parker, c'est l'idole, la légende de l'équipe de France et du basket français. Et c'est quand même sur certaines compétitions qu'on a vécues ces dernières années, c'était un peu le maître qui gérait toute l'équipe, le meneur de jeu qui poussait l'équipe et qui avait cette expérience-là pour remotiver les troupes et repartir. Et là, c'était quand même une des grandes questions de cette année-là. Comment aller jouer l'équipe de France sans Tony Parker, et on voit qu'ils s'en ont quand même pas trop mal sortis. Oui, on s'en rappelle. Moi, le dernier titre de Tony Parker, c'est 2013. Ça commence à remonter, ça fait presque 10 ans. 2013, et puis du coup, le seul résultat qu'on a fait depuis l'ère post-Parker, c'était 3e en 2019 lors des championnats du monde. Donc voilà, médaille de bronze. Voilà le meilleur résultat qu'avait fait le basket français. Et puis, du coup, en finale, évidemment, la France, malheureusement, cette fois-ci, rejoue les États-Unis, qui se sont rattrapés derrière après leur défaite en phase de poule et qui sont montés en puissance. Puis on le sait, les États-Unis, il n'y a que des grosses stars du basket. Kevin Durant qui a sorti un match magnifique. Tout ce qu'il a fait, il l'a réussi dans cette finale. 29 points. Jason Tatum aussi qui a été très bon avec 19 points. Il n'y avait rien à faire, la marche était trop haute, mais c'est quand même un encouragement, et c'est presque finalement parmi les médailles qu'on a eues, mis à part peut-être le volley, mais par rapport au handball, je trouve presque que cette médaille est plus belle que les autres, tellement le sport est centré vraiment américain. C'est un peu comme si d'une autre manière, au football américain, on avait une équipe française qui faisait un résultat. Après, je sais pas si on a les statistiques précises, mais que ce soit pour les filles ou pour les garçons, les États-Unis, c'est presque devenu une routine. Ils gagnent à chaque fois, ils gagnent tous leurs matchs, ils sont juste beaucoup trop forts et beaucoup trop au-dessus. On le voit aussi avec la NBA, c'est un niveau qui est extrêmement haut par rapport aux autres nations, et donc maintenant c'est quasiment devenu une routine de les voir gagner, et du coup de voir notre petite équipe de France qui arrive à aller les titiller, arrive à les faire douter et arrive à gagner sur les premiers matchs de la compétition. C'est quand même assez incroyable. C'est vrai, et c'est ça la beauté du sport et des JO, notamment parce que on le sait aussi, la Team USA a souvent du mal à ramener toutes ces grosses stars dans des compétitions internationales. On parle par exemple de LeBron James qui n'était pas là. Bon, il y a plein de joueurs qui n'étaient pas là. Ça a aussi peut-être aidé. Alors je vous propose maintenant qu'on parle d'un des sports qui m'a le plus séduit honnêtement pendant ces JO, c'est le volley. Le volley français, parce que moi le volley français j'ai toujours suivi parce que j'ai toujours bien aimé ce sport, mais ça a toujours été une équipe qui de temps en temps faisait des bons matchs, puis d'un coup se viandait face à une équipe soit moyenne, soit très forte, et qui n'avait jamais vraiment fait d'énormes résultats, à part en 2015 où ils avaient eu une médaille, mais c'était pas exceptionnel en soi l'équipe de France. On connaît tous, je pense, Erwin Ngapet, symbole je pense de cette équipe. C'est le joueur le plus connu en volley, il a été plusieurs fois élu meilleur joueur du monde. Très très bon joueur. Du coup on a suivi un petit peu cette compétition, on a été qualifié de justesse, faut le savoir, parce que moi je le savais pas honnêtement, j'avais pas suivi la phase de poule plus que ça, et je me suis repenché en faisant mes recherches, et donc la France a été qualifiée à la dernière place pour les phases finales de ces JO, puisque c'était 2 poules de 6 et les 4 premiers étaient qualifiés. La France a terminé 4e de son groupe, donc très très juste pour passer, avec seulement 2 victoires pour 5 matchs au total, donc c'était très 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 juste. Donc la France est complètement outsider à ce moment là dans le tournoi. Il va sortir la Pologne, énorme favori, parce qu'évidemment vu qu'ils étaient 4e, ils ont rencontré le premier de l'autre groupe, et donc ils vont sortir la Pologne en 5-7, donc quand même un gros match. Et c'est vrai qu'on a l'habitude avec le sport français, je trouve, d'avoir des matchs épiques un petit peu comme ça qui durent un moment. Et ensuite je vous épargne évidemment la victoire facile face à l'Argentine, 3-7-0 en demi-finale. Et donc ce match, que dire de ce match en finale contre les Russes? Exceptionnel. Donc, je pense tu l'as regardé, Simon, toi, le match? J'ai pas souvenir d'avoir vu le match. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de matchs au volley au JO cette année.
qui était en parallèle avec le basket en fait. Je me souviens avoir zappé entre la 2 et la 3 il me semble, ou les deux matchs en même temps. Même pour la finale, je crois que c'était le cas. Ouais, il y avait la finale des filles, je crois, au hand, et en même temps le volley Moi, je me souviens des garçons, je sais plus. Ouais. Moi, je me souviens avoir piqué le téléphone d'un pote pour avoir les deux téléphones en même temps, pour être sûr de rien rater. Et ouais, c'était vraiment incroyable. Il me semble l'avoir vu, mais j'ai pas tant de souvenirs que ça. Mais il me semble que j'avais zappé aussi entre deux. C'est ça. Et du coup, cette finale du volley masculin donc, a très très bien commencé pour les Bleus qui ont remporté les 2 premiers sets. Je vais pas dire facilement parce que ça serait manquer de respect à cette équipe russe, mais qui ont quand même bien géré leurs 2 premiers sets. Et puis derrière, évidemment, les Russes se sont pas laissés faire, reviennent à 2-7 partout. Honnêtement, j'ai commencé à vraiment douter parce que je voyais vraiment l'équipe de France gagner facile, tellement ils étaient faciles dans les 2 premiers sets. Et puis du coup, dernier set épique. Honnêtement, j'ai rarement vu des échanges aussi impressionnants en volley. Je vous invite d'ailleurs à le revoir. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où il y a le dernier set en intégralité et honnêtement, ça donne vraiment envie de jouer au volley. Moi, j'ai vraiment eu envie de me faire du volley l'année d'après parce que c'était impressionnant de voir ça. Et puis, on se rappelle tous de cette petite manchette d'Antoine Brizard, le joueur avec les cheveux un petit peu plus longs, qui a réussi. Ça a été un petit peu l'élément déclencheur pour cette équipe de France, qui est allé chercher l'or, première médaille donc depuis 2015. Et il me semble que c'est la première fois que la France est championne olympique en volley. Donc, on peut dire bravo à cette équipe de France qui a quand même fait un énorme tournoi. Ouais, et franchement, je trouve qu'il y a eu un énorme engouement autour de l'équipe et surtout de ce sport-là. Et je sais pas si c'est que pour moi, mais j'ai quand même eu l'impression que grâce à ces JO-là, le volley est devenu beaucoup plus connu, notamment en France, et que les gens se sont beaucoup plus intéressés. Parce que comme tu l'as dit au début, c'est pas un sport où on a l'habitude de le suivre. Et là, j'ai trouvé que tout le monde s'y intéressait, notamment pour la finale et sur les derniers matchs. Tout le monde en a parlé, tout le monde trouvait ça sympa. Ça a vraiment donné un côté ludique au sport que peu de gens connaissaient. Et je trouve que ça a vraiment démocratisé le sport. Enfin, du moins, j'en ai l'impression. Ouais, et j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, Maël. Parce que Baptiste. Baptiste qui s'est pris enfin. Alors, alors ça, c'est un peu incroyable. Et oui, il est encore là. Parce qu'il faut quand même le savoir, mes chers auditeurs. Baptiste, il a le trac. Il a le trac depuis le début de l'émission. Il est là, non, le sport, je m'y connais pas. Grand sportif que je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de sport, mais justement, les JO, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. Les JO, c'est justement l'occasion de regarder des sports auxquels on porte pas forcément attention tout le reste de l'année. Ouais. Et même si je comprenais pas les règles de tout ce que je regardais, je prenais plaisir à le regarder parce qu'il y avait ce côté collectif. Il y avait, je sais pas pourquoi, mais les JO, je trouve que c'est un bon moyen de découvrir des sports, de s'y intéresser. Et vraiment, pour moi, les JO, ça a été vraiment une belle découverte sur beaucoup de disciplines. C'est ça, et puis moi j'ai pas le souvenir, je sais que c'est un peu comme toi, à chaque fois chaque fois c'est à peu près ça, mais j'ai jamais eu le souvenir de vraiment m'être intéressé au volley, alors que là j'étais vraiment passionné par le truc et j'ai suivi jusqu'à la dernière seconde, j'ai été happé par le match parce qu'ils ont vraiment fait des performances juste incroyables. Moi aussi, un autre sport, petit aparté, vu qu'on en parle là justement des sports que les Jeux Olympiques mettent en lumière, moi c'est l'escrime. Tous les sports d'escrime de sabre, je trouve ça impressionnant et pendant les JO, j'adore regarder ça, franchement c'est impressionnant. Et en plus les jeux de lumière et tout ça parce que c'est dans le noir, moi je trouve ça exceptionnel. On a fait des bons scores, hein. J'ai pas les. Oui, il y a eu quelques médailles. Oui. Ouais, j'ai quelques souvenirs quand même de. Après l'équipe de France d'escrime est quand même très réputée. Moi je me souviens, c'est ça la beauté des JO, c'est que je me souviens être chez moi à 12h30 en train de manger mes pâtes et d'un coup crier allez Romain, ouais, un escrime, alors que le gars je le connaissais pas il y a 5 minutes. Ça. Et tu l'oublies une semaine après. C'est ça la magie des JO. On va parler d'un sport, je pense qui va beaucoup plaire à Maël. On va continuer bien sûr dans les sports collectifs, un sport que Maël a pratiqué. Hein, je pense que là on a affaire à un expert les gars, et un expert, on va en parler d'experts. Les experts, le handball. Doublé pour le handball français, féminin et masculin, double médaille d'or. Ça aussi, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire. Honnêtement, faudrait vérifier, mais incroyable. Double médaille d'or pour l'équipe de France. On va commencer par les hommes, du coup, les experts. Alors, tu rappelles quand même, les experts, c'est 5 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe entre 1995-2017 et entre 2006 et 2014. Ça en jette quand même. Le palmarès est très très fort, ouais. Voilà, c'est clairement la meilleure équipe du monde en termes de palmarès, il n'y a rien à dire. Et du coup, 3 fois champion olympique, je ne l'ai pas dit, 3 fois champion olympique aussi, ça, c'est quand même important avec ce titre. Donc c'était leur 3e titre. Qu'est-ce que tu en as retenu toi de ce tournoi, Maël ? Moi franchement, sur tout ce qui est handball, je pense que je vais être très peu objectif. Parce que j'étais complètement fan et j'ai juste été happé par le truc. Et l'histoire est trop belle en fait, parce qu'on sait déjà que la France est quand même une des nations les plus fortes dans cette discipline-là, que ce soit pour les filles ou pour les hommes. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, c'était très rare d'avoir les deux en même temps qui soient au plus haut niveau. Et là vraiment, on a encore une fois montré que le handball
est le sport français par excellence, et que les Français sont vraiment des maîtres dans cette discipline-là. Et alors, j'ai pas les souvenirs de tous les matchs, mais j'ai juste le souvenir que oui, les deux finales sont juste incroyables, et qu'on montre encore une fois qu'on est vraiment au-dessus dans cette discipline. Oui, surtout que, je sais pas ce que vous en pensez, Simon Baptiste, le handball, moi j'ai quand même l'impression que c'est ce genre de sport qui se joue sur un détail. Genre, ça peut carrément être tellement rapide. Un petit arrêt d'un gardien, une petite frappe ratée, un petit tir raté, pardon, et ça peut se jouer tellement vite sur 1 heure de jeu. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est pour ça aussi que. C'est surtout qu'il y a aussi énormément de mental, et on s'en rend peut-être pas forcément compte quand on regarde les matchs à la télé, mais il y a énormément de mental, et il y a vraiment une bataille au mental qui se joue. Il suffit d'un arrêt du gardien, le gardien va prendre l'ascendant, et puis le joueur qui a raté sa frappe juste avant, du coup il va avoir des doutes, et puis son prochain tir il va réfléchir, est-ce qu'il le remet au même endroit, est-ce qu'il va le mettre à un endroit différent, donc c'est finalement le gardien qui va prendre l'ascendant. Et souvent dans ce genre de grands matchs, on voit que en fait, les gardiens sont vraiment primordiaux, et que c'est souvent sur des énormes actions de gardiens qu'on a un match qui se décante, parce qu'après les attaquants ils sont quasiment tous très très forts, et ils sont tous dans ce genre de match très en forme, mais du coup il y a souvent des exploits de gardiens qui viennent rendre l'épopée encore plus belle. Voilà, et du coup, évidemment, donc les filles qui se sont également imposées. Donc les hommes se sont imposés en finale contre le Danemark, dans une finale quand même qui était épique, parce que ça a été difficile jusqu'au bout, parce qu'ils ont quand même aussi un des meilleurs joueurs du monde, les Danois, Miguel Hansen, joueur du Paris Saint-Germain. Et donc les femmes, un petit peu à l'instar du volley masculin, qui ont fait une phase de poule un petit peu compliquée, et qui ensuite ont joué 2 grosses équipes en quart et en demi, et qui ont fait vraiment de très très gros matchs très difficiles, et qui se sont battus, et qui en finale ont presque marché sur leurs adversaires russes. Ça a été presque trop facile pour les féminines, qui leur ont mis 5 buts d'écart. Ça paraît... c'est anodin, mais c'est beaucoup en handball, surtout en finale olympique. Donc on peut les féliciter aussi, les filles, parce qu'elles ont fait un gros parcours. Et c'est vrai que cette équipe de France de hand féminine, depuis 3 ans, elle est vraiment très forte. Il y a quelques joueuses vraiment impressionnantes dans cet effectif. Et puis effectivement, tu as rappelé tout le palmarès de l'équipe de France masculine, mais effectivement, même si les filles sont aussi très fortes, elles ont beaucoup moins de médailles et beaucoup moins de victoires. Et ça arrive. Et voilà, et donc, ça arrive très vite en ce moment. Et donc on voit qu'elles sont en train vraiment de monter en puissance, et de montrer qu'elles aussi, elles ont leur coup à jouer, et elles aussi, elles peuvent représenter le sport français de la plus belle des manières. C'est clair. On l'a vu récemment, le hand masculin, malheureusement, à l'Euro, c'est un petit peu raté, 4e place. C'est un peu plus compliqué. Voilà, ça arrive, j'avais beaucoup de blessés. Hein. Mais justement, là, ça fait le lien totalement avec ce que disait Maël avant. C'est moi, ce dernier arrêt. Sur la dernière frappe de l'équipe de France. Oui, exactement. Ça s'est joué. Je la voyais dedans. Un détail. Et le gardien qui l'arrête, et du coup, pas de prolongation, et le match est plié. Exactement, et surtout que pour ceux qui ont vu le match, on voit que sur les 5-6 dernières minutes, le gardien il fait 2 énormes arrêts en contre-attaque, et du coup il prend complètement l'ascendant. Et c'est aussi pour ça que ce dernier tir est arrêté, parce qu'en fait il est juste sur une autre planète, il est sur les nuages, et il est au-dessus de tout le monde. Et donc c'est pour ça aussi qu'il arrive à nous sortir un arrêt avec l'entrejambe sorti de nulle part, on va le dire, et qui permet de les qualifier. On va passer au dernier sport pour cette rubrique Jeux Olympiques, un sport qui est assez symbolique aussi pour la France en termes de JO, c'est le judo. Je pense que c'était assez attendu. Alors je ne vais pas parler des performances individuelles de chacun, parce qu'il y a beaucoup de judokas qui étaient engagés. Il y a eu quelques médailles, notamment celle de Clarisse Agbenienou, qui était porte-drapeau d'ailleurs de l'équipe de France, et qui a fait un parcours formidable. Mais elle était vraiment au-dessus de la concurrence. J'ai rarement vu une judokate aussi à l'aise. Honnêtement, elle était vraiment vraiment très forte. On a eu la petite déception de Teddy Riner, qui allait chercher juste une petite médaille de bronze. Bon, c'est quand même vraiment très fort quand on sait la carrière qu'il a eu aussi un arrêt pendant plus d'1 an et demi. Il avait complètement arrêté le judo, donc on peut quand même lui faire un gros big up. Et surtout, il a bien aidé l'équipe de France à aller réaliser un exploit, parce que je me suis renseigné après coup, parce que sur le moment je l'ai vécu, je m'en suis pas rendu compte, mais la France a battu le Japon en finale de judo par équipe. Alors ça, c'est une discipline qui est un petit peu nouvelle, et pourtant c'est un exploit. On se rend pas compte de l'immensité de l'exploit quand on sait que le Japon, c'est un petit peu les États-Unis au basket finalement. C'est impressionnant ce qu'ont fait les Français ce jour-là à Tokyo, donc chez eux. Les Japonais se sont fait humilier, et ça a été impressionnant, cette série de combats. Et c'est vrai, moi je me souviens, j'écoutais ça à la radio, et je pensais pas qu'il y avait cette discipline en fait de judo par équipe, et c'était comme une sorte de relais. Et donc voilà, toutes les heures on avait un nouveau combat entre un Français et un Japonais par exemple, et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et j'espère que c'est quelque chose qui va rester et ancrer, et cette victoire-là de l'équipe de France, la première, c'est très important et c'est très bien. C'est vrai que ce format un petit peu à la Coupe Davis en tennis était intéressant, je trouve.
à mettre en place aux Jeux Olympiques et on a franchement, moi personnellement j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai juste moi une petite question à vous poser sur les JO. Est-ce que vous en avez pensé? On a eu quand même l'arrivée d'une nouvelle discipline, enfin nouvelle, hein, dans les JO du moins, c'était le skate. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous c'est une discipline qui a toute sa place dans les JO, que ce soit du point de vue artistique, du point de vue des performances, ou pas du tout justement? Moi je trouve que oui, le skate a totalement sa place. C'est vrai que j'étais tombé là-dessus, pareil un petit peu par hasard, je m'étais pas vraiment renseigné avant les JO de quelle discipline il y avait en nouveauté, etc. Mais si, ça a totalement sa place. C'est une sorte, un mélange entre un peu l'art et le sport, entre la danse et voilà, le sport c'est un petit peu technique. Donc moi je pense que ça a toute sa place aux Jeux Olympiques. Ouais, et puis franchement, c'est une discipline qui est en train de monter grandement et on l'a vu là au JO, il y a vraiment des athlètes qui sont vraiment très très forts, qui maîtrisent extrêmement bien leur planche et qui font des choses super. Donc oui, ça peut être qu'un plus d'avoir des sports comme ça. Il y a déjà plein de sports de glisse. Alors je sais pas si on appelle ça sport de glisse, sport de rue, je ne sais pas quelle est la vraie nomination, mais franchement, moi j'ai adoré regarder ça. Et puis c'est vrai que dans les compétitions de sport, et notamment de skate, c'est quand même très difficile de voir des compétitions de skate qui sont bien filmées, qui sont bien encadrées, où il se passe vraiment des choses. Parce que le skate, ça reste quand même un art de rue avec, qu'on voit quand on se balade, quoi. Et donc là, c'est quand même une prouesse d'arriver à en faire vraiment une belle compétition qui soit regardable à la télé, qui soit intéressante. Et moi, franchement, même si j'y connais rien, j'ai pris vachement de plaisir à regarder ça. Mais tu vois, moi, paradoxalement, le skate, j'étais hyper hypé avant les JO, j'étais vraiment intéressé. Finalement, j'ai pas eu l'occasion de regarder en direct et j'ai regardé que quelques petits résumés. Et c'est là ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que dans cette discipline, tu pouvais avoir à la fois la championne féminine qui avait 15 ans et la légende masculine qui en avait 42. Et c'était quand même hyper intéressant de voir que sur le même terrain, tu avais justement des ados qui étaient... souvent d'ailleurs les plus forts de leur classe, je sais pas comment on dit ça, et par rapport à des mecs qui étaient 2 fois plus âgés mais qui étaient des légendes du sport. Et aussi ce que j'ai trouvé assez paradoxal, c'est que tu poses la question de est-ce que ça a toute sa place au JO. Alors l'opinion publique s'exprime là-dessus, alors il y a des oui, il y a des non, mais les skateurs eux-mêmes ne sont pas tous d'accord à propos de ça. C'est que tu as des skateurs qui vont te dire justement non, pour nous c'est pas du tout, le skate c'est pas un jeu de compétition, c'est pas du tout ça, et il y en a qui étaient complètement contre, d'autres qui étaient complètement pour, puisqu'il y avait pas mal de participants quand même au JO. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez paradoxal aussi, ce débat intersport, genre à l'intérieur même de la discipline. Ouais, après, comme tu l'as dit, déjà, c'est vraiment, je pense, un des rares sports où c'est impressionnant de voir comment les jeunes sont juste trop forts et peuvent égaler, voire surpasser des mecs qui font ça depuis 30 ans. Et oui, effectivement, comme j'ai dit, ça reste un art de rue ou quelque chose où il n'y a pas vraiment de compétition. Après, comme on l'a dit, c'est que les JO, ça permet de démocratiser pas mal les sports. Et du coup, ça peut être que, moi je pense, un point positif de démocratiser le skate, même si c'est très connu. Ça permet de montrer qu'il y a différentes manières de faire du skate et voilà quoi. Eh bien écoutez, on a fait le tour pour les JO, on va parler d'un dernier petit sujet et puis après on va clore ici parce que l'émission durera trop longtemps sinon, et je préfère faire assez court quand même pour cette première du temps additionnel. On va parler de la saison de F1 cette année qui a été assez particulière. Alors c'est pas un sport que je suis énormément et je vois déjà les réactions, oulala, j'y connais rien, je sens que je vais être tout seul à parler du sujet, mais c'est pas grave. On n'est pas les bonnes personnes pour parler de ça. c'est pas grave, je vais en parler en tout cas parce que moi ça m'a marqué. Alors cette saison de F1, du coup je vais vous faire un petit cours, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé cette année. Donc on a Lewis Hamilton, que je pense vous connaissez quand même de nom. Ouais. Ça va quand même. Qui est le grand champion actuel en F1, qui a gagné les 6 derniers championnats ou 5 derniers championnats, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui est vraiment la star clairement du sport et qui dans sa Mercedes, donc puisqu'il fait partie de l'équipe Mercedes, était le grand favori et personne ne voyait quelqu'un déloger Hamilton de sa place parce qu'il n'a jamais arrêté de gagner quasiment, sauf en 2016 ou 2017 où Nico Rosberg était allé chercher une petite victoire, mais il faisait aussi partie de l'équipe Mercedes. Donc clairement l'équipe Mercedes paraissait imbattable encore cette année. Et cette année, ça a été une année vraiment de rebondissement entre tous les grands prix, parce qu'on a eu une autre écurie qui est venue se frotter un petit peu à Mercedes, c'est l'écurie Red Bull, avec son jeune, très très jeune pilote, qui a notre âge quasiment, 21 ans, Max Verstappen, le néerlandais, qui avec Lewis Hamilton se sont livrés une vraie bataille.
Donc au début de la saison, vraiment, donc Lewis Hamilton avait bien commencé. Ensuite, Verstappen est passé devant longtemps à un moment. Et puis on pensait que voilà, Verstappen avait définitivement pris l'ascendant sur Lewis Hamilton. Et finalement, Lewis Hamilton est revenu et on a eu des grands prix avec des scénarios complètement fous où on avait les équipiers de Verstappen qui essayaient de ralentir Lewis Hamilton alors que les équipiers de Lewis Hamilton essayaient d'aider Lewis Hamilton à repartir. Enfin, c'était assez dingue honnêtement. Et je pensais pas, j'avais pas réalisé que la F1 c'était à ce point-là stratégique, c'est-à-dire que la moindre seconde en F1 elle est fatale. C'est impressionnant à quel point ce sport est stratégique et on se fait des coups bas de partout. Vraiment c'est assez impressionnant. Ce qu'on peut voir c'est que le moindre petit dépassement, la moindre petite accélération est vérifiée au millimètre. Les équipes peuvent faire appel au directeur de course pour dire là on n'est pas d'accord, il faut les pénaliser, il faut pas les pénaliser. Enfin, c'est impressionnant et honnêtement j'ai pas vraiment découvert d'ailleurs. Si vous vous y intéressez ou si vous voulez découvrir la série, il y a une série sur Netflix, 3 saisons de F1 justement, ça s'appelle Formula One et c'est en gros une série inside dans le monde de la Formule 1, dans le paddock réellement de ce qui se passe et c'est super intéressant à regarder même si on n'est pas un puriste F1. Moi j'ai regardé quelques épisodes de la saison 1, honnêtement j'ai pas tout regardé encore mais c'est assez intéressant parce qu'on apprend plein de choses et honnêtement c'est assez rigolo à regarder. Et du coup, pour en revenir sur ce duel donc Hamilton-Verstappen qui s'est dessiné toute la saison, eh bien, on a eu un fait assez inédit, c'est qu'au dernier Grand Prix, ils étaient à égalité de points, c'est-à-dire vraiment égalité au dernier Grand Prix, c'est-à-dire que celui qui gagnait le Grand Prix allait gagner le championnat du monde. Donc soit c'était Lewis Hamilton, la légende, le pilote expérimenté qui allait entrer dans l'histoire avec un 8e titre, il me semble, mondial, soit c'était Max Verstappen, le très très jeune pilote qui allait être un des plus jeunes à remporter un Grand Prix et qui allait casser la série Mercedes. Donc c'était un gros duel qui a été très 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 suivi et une course qui a été un peu folle parce que finalement Lewis Hamilton a pris le dessus assez rapidement dans la course et à 10 tours de l'arrivée, il n'y avait plus de doute, Lewis Hamilton allait gagner, il avait trop d'avance sur Max Verstappen, trop de secondes d'avance et finalement à 4 tours de la fin, une voiture complètement quelconque dans la course va avoir un accident et donc qu'est-ce qui se passe en Formule 1 quand une voiture est accidentée? C'est drapeau jaune, ça veut dire que toutes les voitures ralentissent pour qu'on puisse évacuer celle qui est sur le circuit et du coup ça a resserré toutes les voitures qui se sont retrouvées côte à côte et donc Verstappen a profité finalement de ça pour aller changer des pneus. D'ailleurs au passage ça a été très important ce changement de pneus qui a été fait, il est revenu, il était donc 2 places derrière Hamilton et donc pendant 2 tours c'était impressionnant à regarder parce que du coup moi je regarde très rarement la F1 et donc sur les 2 tours toutes les voitures étaient au ralenti les unes derrière les autres parce que les directeurs de course n'avaient pas décidé si la course devait reprendre ou pas et en fait cette décision allait vraiment décider de qui allait être champion. Si la course ne reprenait pas, et c'est-à-dire qu'on finissait les derniers tours côte à côte, Lewis Hamilton était champion du monde et si la course reprenait, vraisemblablement Max Verstappen avait vraiment une chance de revenir et finalement à 1 tour de l'arrivée, la direction de course a décidé d'accepter de relancer la course et ça a été fou parce que on a demandé à toutes les voitures de s'écarter et de laisser Hamilton et Verstappen l'un derrière l'autre s'attaquer mutuellement et c'était un dernier tour, c'était fou. Je me rappelle le commentateur de Canal qui était il avait plus de voix, il en pouvait plus, c'était exceptionnel parce que du coup ça a donné un spectacle fou et je pense que tout le monde en a eu pour son argent ce jour-là. Et bon, on aura appris des choses, j'étais absolument pas au courant de cette histoire. Moi non plus. Et du coup, je vais carrément aller regarder sur internet parce que ça a l'air trop Franchement, intéressant. Ouais, je vous invite au moins à regarder ce dernier Grand Prix, le résumé de ce dernier Grand Prix parce qu'il y avait tellement d'enjeux derrière, c'était impressionnant et même après la course, Mercedes a fait appel pour dire que la décision n'était pas justifiée, etc. Enfin bref, c'était vraiment une belle bataille et quelque chose de fou. Écoutez les gars, je pense avoir fait à peu près le tour de moi, ce qui m'a marqué en 2021. J'avais prévu d'autres choses, notamment en rugby avec la victoire des Bleus contre les All Blacks qui est historique. J'avais aussi envie de parler de Quartararo qui a été champion du monde de moto, etc. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas faire trop long non plus pour cette première émission, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez quelque chose à rajouter, un petit sport qui vous a marqué vous en 2021, que vous avez envie d'en parler rapidement, n'hésitez pas. Ah Maël, Maël il est prêt. Moi et, je suis voilà. obligé d'en parler parce que je sais très bien que si moi j'amène pas le sujet, Arthur ne le fera pas parce qu'il n'est pas du tout intéressé par ça, mais on est un peu obligé de parler du Super Bowl de 2021 parce que c'est quand même un Super Bowl qui a été extrêmement historique. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Super Bowl c'est la grande finale de football américain aux États-Unis. Donc c'est vraiment un événement qui est extrêmement gros, qui est extrêmement médiatisé et qui est très très important aux États-Unis mais même partout dans le monde. Et cette année on avait Tampa Bay, donc les Buccaneers de Tampa Bay contre Kansas City. Donc Kansas City, ça fait 3 ans qu'ils sont en finale et qu'ils n'arrivent pas à gagner, mais c'était un peu les favoris, c'est-à-dire que ils ont Patrick Mahomes en quarterback qui est pour l'instant présenté par la presse comme le meilleur quarterback en ce moment dans la ligue. Donc ça
C'est vraiment un très 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 bon joueur qui vraiment porte son équipe. Et en face, on a donc Tampa Bay Buccaneers avec Tom Brady qui est lui le joueur le plus titré. C'est un peu l'ancien, le plus fort. Donc c'était un peu le meilleur quarterback ancien qui est vraiment considéré comme l'un des meilleurs joueurs. On va dire, c'est l'équivalent d'un Michael Jordan en il a NBA. plus de 40 ans, non, à peu près. C'est ça. Ouais. Donc on va dire que c'est l'équivalent d'un Michael Jordan. C'est l'équivalent d'un Michael Jordan d'un côté et de l'autre côté, donc l'équivalent du petit rookie qui est en train de monter et qui est en train de vraiment montrer qu'il peut le dépasser. Et donc en fait, c'était un peu l'ancien contre le nouveau et ça allait un peu déterminer qui était le meilleur joueur de la ligue. Et donc c'est Tampa Bay avec Tom Brady qui a gagné. Et donc Tom Brady est devenu officiellement le joueur le plus titré de NFL avec plus de 6 Super Bowl. Donc c'est juste incroyable parce que déjà c'est très rare qu'une équipe revienne plusieurs fois au Super Bowl. Alors lui il est revenu je sais pas combien de fois et en plus il en a gagné 6. Donc c'est maintenant officiel, c'est le meilleur joueur du monde en NFL. En football américain, il n'y a plus aucun doute, mais Kansas City, avec Patrick Mahomes, a encore des cartes à jouer et peut encore montrer que sur les prochaines années, il peut être très bon. Malheureusement, ils ont été éliminés pour cette compétition de l'année 2022 et ils ne seront pas donc en finale, mais on les attend l'année prochaine pour peut-être montrer un peu plus de cran. Oui, la finale c'est bientôt, là, c'est dans une semaine, 2 semaines, même pas. Oui, c'est ça. À l'heure où on tourne, c'est dans un peu moins d'une semaine. Donc on va avoir 2 équipes qui vont s'affronter. Et très étonnamment, ce sont un peu aucun favori n'a accédé à la finale. Toutes les équipes un peu favorites qu'on attendait vraiment se sont fait éliminer dans les phases de poule. Et donc là, on va avoir une finale très intéressante puisqu'on va avoir 2 équipes qu'on n'attendait pas du tout et qui sont plutôt petites par rapport aux autres grosses équipes que l'on connaît en NFL. Donc ça va être un match très très intéressant et j'ai très hâte, oui bien sûr, et j'ai très hâte de le regarder. Et on ira voir ça avec Radio Gazette, d'autant plus que le Super Bowl c'est quand même un grand spectacle chaque année, c'est en clair en plus très souvent, donc là déjà il y a eu pas mal de matchs en clair sur l'équipe et souvent c'est W9 qui le diffuse en clair, donc on a hâte Carrément. De regarder ça. D'autant plus que les spectacles de mi-temps sont toujours un des événements les plus importants de ce genre de match. L'année dernière c'était The Weeknd et cette année on a un casting absolument incroyable puisqu'on a Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre et une chanteuse dont j'ai oublié le nom, mais ça fait quand même un très très gros casting, donc je pense que le spectacle va vraiment être très très fort. Et oui, l'autre spécialiste musique qui ressurgit directement dès qu'on parle de chanteur. Magnifique. Écoutez, j'aimerais aussi vous poser une question à vous, les auditeurs. N'hésitez pas à réagir et à nous dire quel a été, vous, le moment qui vous a le plus marqué en 2021 dans le sport. On a vraiment hâte de savoir, vous, ce que c'était. Et puis, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner, évidemment, à notre chaîne YouTube, à notre compte Instagram. Beaucoup de contenu, on espère vous donner dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Merci d'avoir écouté cette émission. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro du Temps Additionnel. Bonne journée. C'était Radio Gazette. Ici, on ne connaît rien, mais on parle de tout. Ciao.